Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de l'empreinte carbone mesurée chez les freelances. Oui, c'est une obligation légale, on va en parler avec Jean-Charles Varlet, il est le fondateur de La Crème. Il va tout nous expliquer. Smart Philo, le mot confiance, oh oui que ce mot est utilisé, extrêmement utilisé, et on va le décortiquer avec Xavier Pavie, il est philosophe, professeur à l'ESSEC et à la tête du centre Imagination. Le cercle RH, la situation des personnes en situation de handicap. Le chômage a baissé pour les personnes en situation de handicap, mais il faut aller plus loin et on découvrira dans quelques instants le nouveau plan stratégique de l'AGFIP, qui est l'institution justement autour de cette question. Plan stratégique 2023-2027 et il sera dévoilé par Christophe Roth, son président. Il sera accompagné de Thibaut Guilluy, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, comment utiliser l'IA au service des recruteurs? On en parlera avec Gauthier Bailleul. Il est le CEO d'Hippolyte. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, parlons empreinte carbone, mais en destination des freelances. Ça, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'empreinte carbone des entreprises, mais trop peu des freelances. Jean-Charles Varlet, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes le fondateur, jeune fondateur de La Crème. De La Crème. Alors, avant de parler de cette empreinte carbone des freelances dans la tech, parce que c'est un enjeu fort, quelques mots sur l'entreprise. C'est quoi? C'est une plateforme RH, c'est ça? Alors, Crème de la Crème, c'est la première communauté sélective de freelance. Nous, on rassemble une communauté de plus de 20 000 experts, tous spécialistes du numérique, du digital, et on leur permet d'accéder à des superbes missions au sein des grands groupes. On est spécialisé sur les besoins freelance des grandes entreprises en France. Vous permettez l'offre et la demande, la rencontre entre l'offre et la demande dans les domaines tech. On est d'accord, c'est votre secteur. Tout à fait. La tech, c'est un très grand marché en explosion, et nous, en effet, comme vous le dites, on fait le matching entre les besoins de ces grands groupes et les experts du numérique qui sont en freelance désormais. Alors, ce qui est très intéressant, d'abord, le freelancing se développe, beaucoup dans la tech, mais pas seulement, dans la communication, dans le marketing. C'est une grande tendance dans la génération Z. Et vous lancez en exclusivité votre outil de mesure d'empreinte carbone des freelances. D'abord, pourquoi avoir eu cette idée ? Bien sûr. Oui, c'est la nouveauté en ce début d'année 2023. La loi contraint désormais les grandes entreprises, celles de plus de 500 salariés, à suivre le bilan carbone de leur entreprise et désormais celle du scope 3 qui représente les émissions indirectes, notamment les services, les sous-traitants, les freelances. Et donc notre plateforme permet désormais aux grandes entreprises de mesurer et piloter l'empreinte carbone des freelances, notamment celle liée au déplacement professionnel. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on peut imaginer que c'était un gadget, mais vous nous dites non, c'est pas un gadget. Les entreprises, la pression de l'ESG sur les grandes entreprises et de la RSE va les obliger. C'est quand la date butoir? À quel moment ils doivent se mettre en règle? C'était au 1er janvier 2023. On est d'accord. Donc on est en plein dedans, on est très content d'avoir sorti cette fonctionnalité qui répond au cahier des charges des directions achats et des politiques ESG des grandes entreprises. Donc grâce à notre partenariat avec l'ADEME, nous permettons aux grandes entreprises de piloter cette empreinte carbone et de déclarer l'empreinte carbone en fin d'année grâce à notre plateforme. Donc c'est un outil utile pour les grandes entreprises qui s'appuient sur les freelances. Moi je voudrais qu'on soit concret, parce que l'ADEME a réfléchi à cette question. Vos freelances, c'est quoi leurs enjeux en empreinte carbone? C'est leurs imprimantes, c'est leur voiture diesel, c'est quoi concrètement? En fait, nous, où on agit, c'est le déplacement professionnel. En France, un individu moyen, son coût carbone lié au déplacement professionnel, c'est aux alentours de 3 tonnes annuelles. Nous, c'est là-dessus qu'on va agir. Pour un citoyen? Pour un individu moyen en France. Nous, on va agir là-dessus en sensibilisant les freelances et les clients aux enjeux des émissions de gaz à effet de serre, et on va notamment les encourager à utiliser les mobilités douces, mais surtout le recours au télétravail. Et c'est là où on a un énorme levier en France et partout, c'est d'inciter les grandes entreprises à favoriser le télétravail lors des missions freelance. Et là-dessus, on a un vrai levier. Alors, vous avez un levier, vous faites le calcul, vous le calculez, et ensuite, à l'année, j'imagine au bout d'une année,
c'est consolidé. C'est vous qui renvoyez à l'entreprise ou c'est le freelance en direct qui va renvoyer son bilan carbone ? Vision mensuelle, c'est-à-dire que chaque mois, le client est en capacité de suivre les émissions de gaz à effet de serre de chacun des freelances en mission pour son entreprise et d'avoir, vous avez raison, une vue consolidée au mois, au trimestre et à l'année, le tout sur notre plateforme. La plateforme de Crème de la Crème, elle permet bien évidemment d'accéder aux meilleurs freelances de la place, mais surtout de gérer la mission au mois le mois avec des dashboards de pilotage, différents KPI et désormais cette fonctionnalité de suivi du bilan carbone. Là, vous avez une visibilité parce que c'est un peu tôt, c'était janvier, donc vous avez enclenché cette plateforme. Comment ça marche ? Est-ce que les freelances automatiquement s'y inscrivent ou est-ce que c'est l'entreprise qui dit à ses freelances passez donc par la crème de la crème parce que sinon on va arrêter de bosser ensemble ? Est-ce que c'est ça l'enjeu aussi ? Alors en fait, par défaut, tous nos clients, et nos clients ce sont des grands groupes, ce sont des grands industriels, tous nos clients ont désormais accès à cette fonctionnalité et chaque mois, ils découvrent désormais le coût carbone lié au déplacement professionnel de leurs freelances en mission. Le tout est intégré dans la plateforme aujourd'hui. Un dernier mot, donc pas de visibilité de tableau de bord encore parce que vous aurez une visibilité quoi là sur les 3 premiers mois, ça donne quoi là ? Si, le tableau de bord est disponible pour tous nos clients qui l'utilisent depuis le 1er janvier 2023. Donc là, ils ont une visibilité là. Et ils ont une visibilité. Ça fait 5 mois à peu près. Tout à fait. Ils ont déjà une visibilité et puis ils peuvent aujourd'hui mesurer la part de télétravail dans leur entreprise au mois le mois et de mesurer le coût carbone en conséquence. Un tout dernier mot, je pensais que dans la tech, il n'y avait pas de sujet sur le télétravail, que la plupart de ceux qui étaient dans la tech travaillaient à distance, à l'autre bout du monde. C'est un vrai sujet quand même de travailler sur cette sujet. Ils se déplacent beaucoup ? En fait, on observe que les grandes entreprises sont encore très attachées au présentiel. Alors venez donc en réunion, oui. Et donc là-dessus, on a un levier. C'est ce que je disais, c'est que le fait de sensibiliser au coût carbone permet de dire le télétravail est un levier. On fait confiance à nos freelances, la mission se passe bien, on va le faire en distanciel. Et donc tout ça est cohérent et va dans le même sens. Donc en fait, vous soulevez aussi un problème de management et de gestion des freelances, des externalités d'une entreprise. Hein. Elle a quand même envie de les avoir près d'eux, quoi. Exactement, on fait avancer les choses petit à petit en évangélisant la bonne parole, le recours au télétravail. On essaie de faire à notre niveau avancer les mentalités sur la question. Merci Jean-Charles Varlet d'être venu nous rendre visite, fondateur de la Crème de la Crème. Vous l'aurez compris, c'est une plateforme avec les meilleurs, enfin ce sont vos mots, les meilleurs de la tech pour permettre aux entreprises de trouver des perles. Et puis cette mesure d'empreinte carbone des freelances, c'est une obligation, il faut le savoir. Vous n'avez pas le choix. Il faut donc évidemment être vertueux. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on fait de la philo. Le mot confiance, bah oui, c'est un mot que tous les entrepreneurs utilisent dans leur relation avec leurs clients, dans leur relation avec leurs prestataires. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot confiance ? Eh bien justement, c'est Smart Philo, on vous explique tout. Smart Philo, le mot confiance, que ce mot est utilisé partout et évidemment en particulier en entreprise. On va le décortiquer avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination, puis auteur de plusieurs ouvrages passionnants. Le mot confiance, c'est probablement l'un des termes les plus utilisés dans le management. À quoi ça correspond ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est parfois galvaudé. Confiance, ça vient d'un mot latin qui est confidere, conseo, avec, le terme avec, et fidere, c'est le mot plutôt qui est la notion de croire et de croire ensemble. Si on ajoute confidérer, confiance, ça veut dire croire avec. Et donc, ça implique autrui. C'est pour ça que le management s'y intéresse souvent, c'est parce qu'on veut croire avec quelqu'un. Faites-moi confiance. Ensemble. Absolument. En revanche, arrive un nouveau concept. Alors, celui-ci, il n'est pas récent, mais il est très vivant. C'est aussi avoir confiance en soi, parce que c'est un grand débat. Pour avoir confiance en l'autre, on dit qu'il faut peut-être avoir d'abord confiance en soi. Non, vrai ou pas vrai ça ? Oui, absolument. Cette notion, effectivement, et c'est très juste de noter qu'elle est plutôt tardive, c'est-à-dire par rapport au mot confidere en latin. Et il y a un philosophe américain qu'il faut citer quand on parle de confiance en soi, parce qu'il a écrit un essai, c'est Ralph Waldo Emerson, qui écrit un essai sur la confiance en soi et l'importance de confiance en soi. Et il dit, il est important de croire à sa voix intérieure, de croire en ce que l'on croit, en ce que l'on veut, et surtout pas de se plier à finalement les diktats de la société et croire avant tout en soi-même. C'est quand même, on touche du doigt le paradoxe. Vous nous faites une définition où l'idée c'est l'altérité, on est deux pour avoir confiance, et en fait il faut aussi avoir confiance en soi. Les deux fonctionnent ou pas ?
Alors, je reprends encore une fois Emerson, parce qu'il est intéressant, il expose que ce qui est important dans la société, c'est que nous soyons dotés d'individualisme. Alors ça fait peur en français, parce que souvent, C'est un gros mot, ça. on associe ça avec la notion d'égoïsme. Ah oui. Or, ce n'est pas du tout la même chose. L'individualisme, c'est la capacité d'un individu à se développer par lui-même. Pour ça, il a besoin d'avoir de la confiance en lui-même. Sachant que si tout un chacun dans l'individu, chaque individu de la société arrive à se développer, on va former ensemble la société. C'est globalement une opposition à des idées collectivistes. Mais ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme, il pense à lui. L'individualisme se développe par lui-même. Alors si on le transpose, Xavier, au management, ça donne quoi? C'est une somme d'individus que le manager doit embarquer? Enfin, comment on peut l'imaginer, ce mot? Eh bien justement, on voit bien que la notion de confiance envers les autres est importante, mais elle ne commence que par soi. C'est parce que j'ai confiance en moi que je peux avoir confiance en les autres. Et pour le management, c'est fondamental. Imaginez que vous mettez un manager qui n'a effectivement pas confiance en lui-même. Il n'aura pas confiance dans les autres. Et ça aura évidemment une grande complexité. Concrètement, ça veut dire quoi avoir confiance en soi lorsque l'on est dans des structures managériales? Eh bien, c'est moins de contrôle, c'est plus de flexibilité, Ah oui. c'est donner plus de liberté aux autres. Eh bien, pour ça, évidemment, on a besoin d'avoir confiance en soi et aux autres. Donc vous associez le concept de confiance et de flexibilité. Quand on a confiance, on dessert le lien et on laisse plus de liberté à l'autre. Il faut se poser la question pourquoi il y a aussi ce mot à la mode de flexibilité managériale. La flexibilité managériale est liée aux difficultés que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer, sans forcément les avoir prédits. Puisqu'on ne les prédit pas, on ne sait pas comment affronter ces difficultés. Donc il faut laisser de la flexibilité. Mais comment faire avec? Eh bien, comment faire avec? Simplement par la confiance que l'on peut avoir envers les autres. J'ai des difficultés qui peuvent arriver, ces difficultés qui peuvent arriver, à l'évidence, tu peux les faire sans moi. J'ai confiance en toi. La flexibilité, c'est donner la flexibilité dans la confiance envers les autres. Un dernier mot, Xavier, ou même plusieurs d'ailleurs. Quelques conseils, là, à travers la fenêtre du philosophe, pour avoir ou retrouver confiance en soi. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil? Alors, le philosophe majeur, c'est Ralph Waldo Emerson, je l'ai dit. Goethe a une phrase très belle sur la notion de confiance en soi. Il dit « Si vous avez confiance en vous-même, alors vous inspirerez confiance en les autres ». Cette phrase-là, elle est fondamentale. Elle devrait être évidemment comprise, elle devrait être plus diffusée. C'est-à-dire que c'est parce que vous réussissez que vous allez faire réussir les autres. Et c'est parce que les autres réussissent que vous allez réussir vous-même. La réussite et la confiance viennent ensemble, mais elle ne vient pas seule, elle vient toujours avec quelqu'un d'autre. Cette notion-là, elle est fondamentale. Vous savez, dans l'Antiquité, on disait aussi qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Eh bien, c'est pareil avec la confiance. Ayez confiance en vous-même et vous pourrez avoir confiance dans les autres. Il faut aller piocher dans l'Antiquité. Hein. Mais ça veut dire aussi que c'est du travail. La confiance, ça se travaille. Ce n'est pas inné. Je n'ai pas naturellement confiance. On pourra avoir... Ça se construit même. Ça se construit. La difficulté, c'est quel est l'environnement dans lequel vous êtes qui permettra cette confiance en soi. Merci Xavier Pavie de nous avoir éclairé sur le mot confiance. Dernière d'ailleurs séance du séminaire au Collège international de philosophie, ce sera le 29 juin et vous serez au pupitre. Absolument. Ou sur scène d'ailleurs tout simplement. Absolument, le 29 juin, dernier séminaire de l'année. Le thème, vous l'avez? Oui, c'est toujours sur la philosophie critique de l'innovation. Et cette fois-ci, on essaiera de faire une critique un peu acerbe de l'innovation, c'est-à-dire faut-il innover à tout prix? L'angoisse du progrès et de l'innovation. Absolument. Merci Xavier. Si on ne se revoit pas, bonnes vacances. Je ne sais pas si vous revenez nous voir avant. Je crois qu'on se revoit bientôt. On se revoit bientôt, mais ne soyez pas déçus, c'est formidable. Merci Xavier. On fait une courte pause. C'est le Cercle RH et on s'intéresse à la situation des personnes en situation de handicap, visible ou non visible d'ailleurs, dans leur relation au travail. Le taux de chômage a baissé, mais il est encore élevé et on va découvrir dans quelques instants, à travers la voix de son président, le plan stratégique AGFIP. C'est quoi la stratégie pour accompagner ces demandeurs d'emploi en situation de handicap à trouver un emploi? On en parle. Mes invités me rejoignent juste après la pause.
Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour, pour vous dévoiler le plan stratégique AGFIP 2023-2027. Et c'est son président qui est avec nous pour nous le dévoiler avec des axes stratégiques, des enjeux forts, évidemment, parce qu'il sera question tout au long de notre émission de la situation des personnes en situation de handicap face à l'emploi et aussi, j'allais dire, face au chômage. Christophe Roth, merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de l'AGFIP, vous êtes et vous portez, et vous l'avez devant vous, ce plan stratégique. D'abord, avant de le dévoiler, parce que c'est le fruit d'un travail collectif, ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur ce document, vous allez nous le dévoiler en exclusivité, mais quelques chiffres sur le parcours que vous avez fait et les actions que vous avez menées. Le chômage était le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14%, 8% tout public, mais il était de 19% en 2018. Ça veut dire que vous avez accéléré. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour faire baisser le chômage des personnes en situation de handicap? Bonjour Arnaud, tout d'abord, effectivement, c'est une première d'annoncer le plan stratégique 2023-2027 de la GFIP. Comme vous l'avez indiqué, c'est un travail qui a été construit, co-construit avec l'écosystème de la politique handicap. Quand je parle d'écosystème, je parle bien évidemment des partenaires sociaux représentatifs du monde du travail. Je parle des associations qui sont représentatives des différents types de handicap. Je parle aussi des personnes qualifiées désignées par l'État. Je parle surtout et également des entreprises représentées par le MEDEF CPME. Et bien évidemment, ce travail a pu être réalisé grâce, je dirais, à un retour d'expérience d'experts sur le sujet du handicap, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé au travail, mais aussi avec un partenariat renforcé avec l'État de plus haut niveau. Autrement dit, un dialogue fructueux, limpide, fluide, avec la ministre Darrieussecq en charge des personnes en situation de handicap et le ministre du Travail Olivier Dussopt, mais également avec Thibaut Guilhuy, haut commissaire à l'emploi. Qui pourrait nous rejoindre. Il a un tout petit peu de retard. C'est important d'avoir Thibaut Guilhuy qui va présider aux destinées de France Travail, parce que le handicap n'est évidemment pas oublié dans le dispositif France Travail. Mais un petit mot sur vous, qu'on comprenne bien votre engagement. Quand vous arrivez et que vous prenez les rênes de la GFIP, vous êtes un des représentants de la CFE-CGC, il faut le dire, c'est un organisme paritaire. Vous mettez un coup de poing sur la table. Vous dites, on ne peut pas rester dans cette situation. Effectivement, Arnaud, je veux dire, je suis quelque part un exemple vivant. J'ai eu un grave accident en service le 15 décembre 1999. Policier, il faut le rappeler. Policier, en mission. En service, en mission. Et en 1999, j'ai vécu ce qu'on appellerait le parcours du combattant pour rester en activité et également pour continuer à faire bouillir la marmite et puis être pris en compte comme une personne avec des potentiels, des compétences. Et ça veut dire qu'à l'époque, excusez-moi Christophe Roth, on vous fait comprendre que globalement, vous avez été blessé en service, en mission, on vous met sur le côté, on vous dit vous allez rentrer dans un bureau et vous ne bougez plus. Et vous vous dites c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Ah mais c'est pire que ça, Arnaud. On m'a même proposé la retraite pour invalidité. On m'a même dit mais monsieur, vous n'allez plus exercer votre mission. Vous allez donc être reclassé peut-être sur un poste administratif. Bien évidemment, la loi de 2005 n'existait pas quand j'ai repris mon travail en 2001, donc je suis un homme convaincu. Je ne voudrais pas trop parler de moi, je suis un homme convaincu. Avant, bien sûr, d'être à la présidence de la GFIP, j'étais le premier vice-président du FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans les trois versants de la fonction publique. Et comme vous l'avez indiqué, je suis aussi le secrétaire national confédéral en charge de l'accessibilité et de l'égalité des chances. Un homme convaincu, un homme concret, un homme projet. Et un homme heureux d'accueillir Thibaut Guilhuy, parce qu'il nous rejoint sur le plateau. Je voudrais qu'on l'accueille en direct dans notre émission, en tout cas dans les conditions du direct. Thibaut, prenez place. Votre emploi du temps, on le sait quand on suit un tout petit peu votre activité, est un peu chargé. Et on est très très heureux de vous accueillir, cher Thibaut. Vous venez régulièrement chaque mois dans notre émission parler de ce réseau des entreprises qui s'engagent, et on va parler handicap. Merci, reprenez votre souffle. Au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, et vous connaissez bien avec Christophe Roth, et je le disais en préambule, vous allez présider aux destinées de France Travail, qui est en préparation, en construction. On vient d'entendre, pas le coup de gueule, mais l'engagement de Christophe Roth. Avant de déployer le plan stratégique, on voulait faire un petit bilan de ces résultats. Le chômage, les chiffres sont clairs, 14%, là c'est actuellement, il était auparavant à 19% le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous lui reconnaissez comme qualité pour avoir réussi à faire baisser le chômage ? Oui, commençons par le début.
Je pense que, d'abord, c'est des résultats. Ils sont évidemment sans faire injure à la GFIP, mais c'est d'abord un résultat d'une dynamique collective. D'abord, faut quand même pas se mentir. On a une politique de l'emploi et puis des chiffres du chômage qui baissent. Et donc, globalement. Ce qui est très heureux, c'est que cette fois-ci, pour les personnes en situation de handicap, ils bénéficient de ce mouvement positif au même titre que les autres. Et c'est vrai dans tous les champs, sur l'apprentissage, sur les recrutements et sur aussi la qualité et la nature des emplois aussi qui sont créés pour... Durable. Pour les c'est important. Durable. Et donc ça, c'est il y a une dynamique économique, il y a une politique volontariste ces dernières années de la part du gouvernement au soutien à la fois des acteurs du monde du handicap, je pense notamment aux entreprises adaptées, aux ESAT, mais aussi des moyens dévolus pour pouvoir encourager les recrutements dans les entreprises. Et on a la GFIP qui est pour moi le bras armé qui permet en fait d'accompagner cet écosystème et d'aider chaque entreprise à pouvoir recruter mieux, recruter plus et recruter des personnes en situation de handicap. Le chômage baisse, Christophe Roth. Une question concrète, ce sont vos chiffres. Hein. Il y a, au moment où on se parle, 200 000 postes à pourvoir. Arrêtez-moi si je me trompe, c'est-à-dire 200 000 postes qui pourraient être destinés à des personnes en situation de handicap qui ne sont pas pourvus. C'est-à-dire qu'on est dans la situation équivalente du marché du travail traditionnel. C'est un secteur pénurique. Comment vous l'expliquez ? Oui, alors déjà, je voudrais effectivement saluer Thibaut Guilluy parce que quand on travaille main dans la main. Et moi, je n'ai pas honte de dire que l'AGFIP, en tout cas le président que je suis, travaille main dans la main avec les ministres et avec le haut-commissaire à l'emploi. Comme l'a indiqué le haut-commissaire, depuis l'arrivée de Sophie Cluzel, il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place et qui a été relayée par la ministre Darrieussecq, mais également par Olivier Dussopt au niveau du travail. Ce que je veux indiquer, c'est que le taux de chômage était de 19% avant l'arrivée de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il n'est pas de 14%, il est de 12%. Autrement dit, nous avons aujourd'hui au chômage 460 000 personnes en situation de handicap. Et c'est là où nous avons des leviers à activer. Et comme vous l'avez indiqué, effectivement, sur le job board de la GFIP, 200 000. Eh bien, nous avons plus de 200 000 offres d'emploi, que ce soit dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans le numérique, dans le bâtiment. Il y a réellement des opportunités. C'est un chiffre important quand même, hein. C'est un chiffre important quand on voit qu'il y a 460 000 personnes en situation de handicap. Bah oui. Mais moi, je m'appuie sur l'expérience. Un jeune, une solution. Un jeune, une solution a porté ses fruits. Une personne en situation de handicap, une solution. Une personne. C'est ça que vous proposez là, en fait. Eh bien, une solution. Vous en pensez quoi ? Parce que 200 000 emplois, on n'est pas dans le flux, on est dans un stock. Il y a des annonces, si on va sur le site, il y a 200 000 emplois. Qu'est-ce qui fait que ces emplois ne sont pas pourvus ? Non pas que les personnes handicapées ne veulent pas travailler. C'est quoi ? C'est un problème de déplacement, de géographie, de mobilité, de salaire ? C'est quoi le problème ? C'est un des enjeux sur lesquels on travaille main dans la main et dans le cadre de France Travail. À la fois, il faut quand même avoir bien en tête que derrière les personnes en situation de handicap, la proportion de demandeurs d'emploi de plus longue durée, la proportion de personnes qui sont plus faiblement qualifiées est plus importante pour des raisons qu'on peut facilement imaginer. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les moyens de l'accompagnement de ces personnes. C'est pas qu'il y a moins de talent, qu'il y a moins d'envie, qu'il y a moins de motivation, pas du tout. Mais par contre, il faut investir et accompagner parce que forcément, il y a eu parfois des étapes, des épreuves, des moments plus difficiles qui n'ont pas permis de développer une expérience professionnelle ou une qualification professionnelle. Donc investir là-dedans, et ça c'est des propositions. Et accompagner. C'est des propositions qu'on a bâties dans le cadre de la conférence nationale du handicap. Là, Avril dernier, voilà, à qui a été l'Élysée. annoncée par le président de la République et qu'on a travaillé avec, évidemment avec la GFIP notamment. Il faut que l'accès à la formation, l'accès à l'accompagnement, on le consolide. On a fait le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi. Moi j'ai passé 8 mois de concertation, j'étais dans énormément de départements et honnêtement, ça fait partie des rapprochements sur lesquels le retour d'expérience est positif. Oui. Parce que finalement... France Travail, c'est mission locale et Cap emploi pour le... aussi, mais c'est travailler ensemble et valoriser les expertises et les savoir-faire des uns par rapport aux autres. Et que ce qui est intéressant dans le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi, c'est que ce rapprochement-là a permis de s'appuyer sur la puissance de frappe de Pôle emploi pour apporter finalement une capacité à accompagner toute personne qui peut avoir des fragilités,
des difficultés de santé ou de handicap, quel que soit l'endroit où il est sur le territoire, et en revanche de s'appuyer sur l'expertise des Cap Emploi pour les prises en charge plus près. et puis pour monter en compétences pour qu'on soit capable d'aborder la question de façon plus efficace. Et notre enjeu avec la GFIP, et pour qu'il y ait derrière chaque personne une solution, il faut qu'on gagne la bataille des consciences. Côté entreprise. Côté entreprise. C'est un sujet d'abord d'état d'esprit. La bonne nouvelle, c'est que plus on va vers le plein emploi, plus en fait on est contraint, trop jeune, trop vieux, trop en situation de handicap. D'ouvrir. Eh bien oui, ouvrons les chakras. Moi je dis aux chefs d'entreprise, ouvrons les chakras et faisons-le avec la GFIP. C'est une opportunité pour chaque chef d'entreprise, chaque entreprise, que de s'ouvrir, et il sera accompagné parce qu'il y a tout un tas d'aides, il y a tout un tas d'accompagnements. Le chef d'entreprise, encore une fois, n'est pas seul. On est là pour l'accompagner avec la GFIP. Plan stratégique 2023-2027. On a fait un bilan qui est très positif, puisqu'on vient de le voir, les chiffres ont baissé. Vous avez accéléré. Vous souhaitez faire évoluer le taux d'emploi au-delà des 4%. Comment vous allez faire? Comment vous y prenez? C'est un défi quand même, hein. Le défi, en fin de compte, depuis le début de la mandature que j'ai l'honneur de présider au niveau de la GFIP, on a évolué, puisque quand je suis arrivé, il était à 3,3, 3,4% dans les entreprises, alors que la loi prévoit 6% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Sinon, il y aura des contributions financières à payer par le biais de la déclaration sociale nominative au niveau de l'URSSAF. Et qui sert ensuite à refinancer des actions. Tout à fait. C'est important. Donc aujourd'hui, ce que je peux indiquer par rapport à l'appui des chiffres de la DARES, c'est 2020-2021, plus 0,1 point chaque année, ce qui signifie quand même, alors qu'on est dans une conjoncture tendue, après la crise Covid, mais également... Presque 0,5 points. Non, 0,2 points en 2 ans, alors que nous sommes dans une crise Covid, après Covid, mais également dans une conjoncture tendue sur le plan social et sur le plan économique, eh bien les indicateurs sont au vert. Et en plus... Comme le vient de le rappeler Thibault, les entreprises ont changé le regard sur les personnes en situation de handicap. Et la loi de 2018, choisir son avenir professionnel, avec la mise en place des référents handicap dans les entreprises, qui ont plus de 250 ETP, mais également les PME, cherchent à recruter des personnes en situation de handicap, cherchent également des potentiels, et on a aujourd'hui beaucoup de métiers en tension, comme j'ai pu déjà le développer. Donc le premier cap, d'ici 2024, c'est d'atteindre les 4%, ce qui se traduit avec 200 000 recrutements pérennes. Mais ce n'est pas tout, puisque notre plan stratégique s'inscrit dans la ligne droite que le président de la République a pu impulser, c'est d'atterrir d'ici 2027 à un taux de chômage de 5%, toute population confondue. Donc nous avons un beau challenge. On est à 12. Aujourd'hui, on est à 12%, mais j'y crois. En tout cas, c'est votre ambition. Thibault Guilluy, il y a un vrai sujet que vous évoquez. On parlera formation, parce qu'il y a un enjeu de formation initiale et d'accompagnement de ces jeunes qui parfois ne peuvent pas accéder à l'université, aux grandes écoles, pour 1001 raisons. Mais sur l'accompagnement, est-ce qu'on en fait assez pour donner aussi envie aux chefs d'entreprise d'accueillir cette personne en situation de handicap? C'est-à-dire l'aménagement des bureaux, les mobilités, la façon dont la personne dit « mais je ne peux pas me déplacer physiquement pour aller à mon travail ». Elle a la compétence, mais la mobilité, elle ne suit pas. Il y a 1000 sujets du quotidien qui sont compliqués pour une personne en situation de handicap. Comment on fait? Il y a quand même un premier sujet. Bon, je partage évidemment ce que vient de dire Christophe, et il faut quand même qu'on poursuive en fait l'effort, et la société progresse et les entreprises progressent dans la prise de conscience qu'en fait arrêtons de regarder les gens avec le handicap, regardons-le plutôt avec leurs capacités, leurs potentiels et leurs talents. D'autant que souvent un handicap peut freiner peut-être sur certains aspects, mais pas du tout sur tout un tas d'autres métiers. Il y a le handicap invisible, parce qu'il faut qu'on en parle. Beaucoup de personnes sont handicapées. Cessons de faire un lien quand même encore trop souvent dans les têtes des chefs d'entreprise handicap égale moindre performance, difficulté etc. Non, diversité, inclusion égale opportunité égale force de frappe. On était avec les entreprises s'engagent. Tiens, on a Auchan, le groupe Auchan qui nous a rejoints. Je vous ai vu effectivement
Voilà, et ben ils bâtissent. Avec une personne en situation de handicap sur la photo d'ailleurs, en chaise roulante. Exactement. Là, par exemple, c'était une pharmacienne qui avait une maladie invalidante, et donc effectivement, ça devenait plus possible de travailler dans cette petite pharmacie, et elle a été accompagnée par Auchan, et maintenant elle travaille à gérer la pharmacie chez Auchan. Mais il y avait aussi son voisin qui était un jeune autiste, mais qui maintenant travaille depuis 7 ou 8 ans et qui fait un travail extraordinaire et qui a évolué d'ailleurs dans sa carrière. Alors ça a pris un petit peu de temps, il a fallu travailler justement avec Cap Emploi. Il y avait l'AGFIP qui a accompagné pour financer les aménagements de postes. C'est donc, ça. En fait, juste pour vous dire, nous avons, je pense, la boîte à outils, il me semble. On a la boîte à outils avec à la fois Cap Emploi et puis les acteurs du handicap, la mise en place aussi de tout un tas d'outils, l'emploi accompagné, par exemple, qui a été développé par Sophie Cluzel, qui fonctionne très bien. L'AGFIP, qui a, c'est un Alibaba, une caverne d'Alibaba. Ouais, parce que c'est une boîte à outils aussi. Hein. De solutions, et puis avec des référents qui peuvent accompagner les entreprises. Ça, c'est simplement, important. ce que les petites entreprises nous disent, c'est oui, d'accord, très bien, mais bon, moi je m'y perds. AGFIP, Cap Emploi, Je parle à qui ? Pôle Emploi, je parle à qui là-dessus? Et donc c'est là où on travaille ensemble et où on doit encore faire ce travail pour finalement amener et rassurer chaque chef d'entreprise avec un interlocuteur privilégié et qui va pouvoir mobiliser Un guichet unique, handicap. toutes les solutions qu'on a. Je vous vois réagir. On parle à qui ? On parle à la GFIP ? Mais moi, on parle, je dirais, aux acteurs qui ont une compétence. Et l'AGFIP a 35 ans de compétences pour accompagner les salariés en situation de handicap. Comme vient de le rappeler le haut-commissaire, l'AGFIP, c'est quoi ? C'est avant tout des hommes et des femmes au service des personnes en situation de handicap et des entreprises. Lié donc à cette collecte des fonds, hein, on est d'accord ? C'est une collecte. On est d'accord, il faut être très concret. Voilà. Qui n'ont pas atteint le 6%. C'est ça. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de développer l'emploi, mais aussi travailler au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Quel que soit le type de handicap, y compris le handicap invisible. Alors, vous m'avez posé une question. On s'adresse à qui ? Mais moi, je voudrais répondre déjà que nous avons plus de 500 collaborateurs de la GFIP qui sont sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des délégations régionales, y compris dans les territoires ultramarins. Nous avons un maillage pour tous et avec tous. Ça, c'est une valeur, je dirais, qui est incontournable, qui travaille avec les Cap Emploi, les KEOPS, avec les services de santé au travail, avec les services de formation. Maintenant, il faut le reconnaître, le terme de caverne d'Alibaba, je le partage aisément. Quand on est en situation de handicap et qu'on voudrait solliciter une aide, c'est quand même très compliqué, puisque c'est un catalogue. Il faut pratiquement avoir fait des études de bon niveau pour pouvoir, je dirais... Donc vous dites quoi ? Simplification ? Simplification. Vous êtes un peu sur la même ligne finalement. Fluidifier les aides, les rendre plus lisibles, les rendre moins compliquées à solliciter, et puis aussi aller vers la digitalisation de toutes les aides à la compensation aux aménagements des postes de travail. Deux sujets qui sont immenses, mais que vous allez traiter rapidement. La fin des accords agréés, c'est un gros mot un peu complexe pour le grand public, mais c'est un vrai sujet qui impacte les entreprises. Ça, c'est officiel depuis mars. C'est la fin des accords agréés. C'était quoi ? C'était l'idée qu'on pouvait aussi, pour justifier le fait d'avoir, de réduire notre chiffre, de pouvoir s'appuyer sur des ESAT, de pouvoir utiliser des entreprises qui utilisaient des personnes handicapées. Ça, c'est fini. Alors, moi, je voudrais rassurer d'emblée l'ensemble de toutes les entreprises, les PME, les TPE et les grandes entreprises. La loi du 5 septembre 2018, Choisir son avenir professionnel, a mis fin aux accords agréés. En mars 2023, le conseil d'administration de la GFIP, en étroite collaboration avec les services du haut-commissaire à l'emploi, mais également les cabinets ministres, nous avons travaillé pour ne pas laisser les entreprises sans politique handicap. Donc je rassure, c'est un combat gagnant-gagnant, main dans la main avec toutes les entreprises, qu'on va continuer à accompagner de manière de proximité avec des moyens dédiés de la GFIP, un guichet qui pourra accompagner les entreprises, les référents handicap pour aller partent de loin, vers le plein emploi. C'est aussi, il n'y a plus nécessité d'avoir des prescriptions préalables, donc une simplification, en fin de compte, une démarche de confiance, mais c'est aussi faciliter pour tous les aménagements et les compensations à hauteur de 5 000 €, eh bien, il n'y aura pas besoin de monter des dossiers qui sont des usines à gaz. Parce que c'est lourd administrativement. Je veux rassurer pour la sortie des accords agréés,
l'AGFIP sera présente et nous serons bien évidemment là dans une démarche pour accompagner le plein emploi. Thibaut Guilluy, j'ai dit une bêtise ou pas? Une petite. Ouais, j'ai vu que vous me repreniez du regard. Non, mais juste la fin des accords agréés ne veut pas dire la fin des partenariats avec les ESAT et les entreprises adaptées. Au contraire. Donc on peut continuer à Dans s'appuyer. une politique Voilà. handicap, il y a le recrutement dans les entreprises, mais il y a le partenariat avec les ESAT et les entreprises adaptées, qui, d'autant plus qu'elles ont engagé une transformation pour devenir des véritables partenaires de l'inclusion sur les territoires. Et d'ailleurs, dans les propositions qu'on fait sur France Travail et qu'on porte, il y a le fait que maintenant on travaille main dans la main, Pôle emploi, Cap emploi et les acteurs du handicap, pour qu'on n'ait plus des orientations milieu ordinaire ou mieux protégées, mais qu'on regarde chaque personne, quelle que soit sa situation, d'abord par son potentiel, ses appétences, ses envies, du point de vue de son retour à l'emploi. Et qu'ensuite on prenne en compte, évidemment, en fonction du niveau d'intensité, de difficulté qui peut être posé par la santé ou le handicap, l'accompagnement ou l'orientation qui va bien pour chaque personne. Ça, c'est une vraie transformation. C'est un enjeu RSE, Thibaut Guilluy, c'est cette question de l'accessibilité et de l'intégration des personnes handicapées. Mais moi, en fait, pour moi, c'est c'est marque pas... employeur et RSE. Ouais, mais moi, j'ai envie de dépasser la RSE, franchement, sur ces sujets-là. Quand je parlais à Dochamp, franchement, ça m'avait fait, ça m'a fait plaisir de sentir que on n'était plus dans remplir la case du handicap. D'ailleurs, ils sont au-delà des 6%. Mais en fait, dans un principe que finalement, quand on s'ouvre à tous les talents, effectivement, bien sûr qu'il y a un effort à faire, à s'ouvrir à la diversité, à s'adapter, etc. Au début, faut pas se raconter d'histoire. Mais derrière, en termes d'engagement, de motivation, d'implication, de sens, c'est vraiment puissant. Et donc, on peut très bien articuler performance sociale et performance économique. Merci à vous. Rapport stratégique que vous allez présenter à quelle date officiellement? Vous l'avez dévoilé en partie sur ce plateau, mais à quel moment vous nous le dévoilez officiellement? Je vous donne rendez-vous le 7 septembre au CESE, en la présence du haut-commissaire à l'emploi. Je ne lui donne pas le choix, mais également aussi l'ensemble des ministres, parce que ce sera un moment, je dirais, collégial, de porter cette stratégie 2023-2027 qui intervient, je le précise, après le rapport du haut-commissaire sur France Travail, mais également la conférence nationale du handicap qui a eu lieu le 26 avril, présidée par le président Macron. Bismart sera là, j'en suis sûr. Merci Christophe Roth, président de l'AGFIP, avec ce rapport stratégique déployé et présenté en septembre. Merci à vous Thibaut Guilluy d'être venu nous rejoindre malgré l'emploi du temps très chargé que vous avez au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. France Travail, c'est pour bientôt, avec ce rapport, 90 propositions, 99 propositions. Et un projet de loi qui passe à l'Assemblée, qui passe au Sénat d'abord au mois de juillet, puis à l'Assemblée au mois de septembre, pour être sur les fonds baptismaux au 1er janvier 2024. Mais on fait déjà France Travail. Oui. La mobilisation dans tous les territoires est déjà lancée. Nous sommes très en retard. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairé. La suite de notre programme, c'est Fenêtres sur l'emploi, et on parle de l'intelligence artificielle. Bah oui, elle est partout, même dans le recrutement. Fenêtre sur l'emploi, l'intelligence artificielle est partout. Elle est utile. En tout cas, elle peut l'être pour recruter. On en parle avec Gauthier Bailleul. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu nous rendre visite il y a quelques temps. Vous êtes le CEO d'Hippolyte. Alors c'est un nom qu'on retient, Hippolyte, qui incarne, comme vous dites. C'est quoi Hippolyte? C'est un job board? Comment vous vous définissez? Aujourd'hui, on pourrait se définir comme un job board, mais exclusivement social media. C'est-à-dire que nous adressons des candidats à la fois intentionnistes qui vont voir les opportunités de nos clients sur les réseaux sociaux et des candidats non intentionnistes qu'on va aller chercher dans leur quotidien pour leur soumettre à la fois la marque employeur de nos clients, la valoriser, et puis leur soumettre les opportunités de poste pour pouvoir postuler facilement depuis leur smartphone sur les réseaux qu'ils utilisent quotidiennement. Avant de parler de l'IA, qui est un outil dont vous allez nous dire qu'il est essentiel, je peux moi m'inscrire sur Hippolyte? Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire. Nom, prénom, fonction. Exactement. Passion. Passion. Je fais mon CV chez vous, quoi. Exactement. Et vous allez découvrir en fait des opportunités aujourd'hui qui sont proposées par nos clients au travers du social media, voir des opportunités auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Qui pourrait vous correspondre. Donc une fois que j'ai posé ma fiche et que j'ai rempli tous les items, j'imagine qu'il faut le remplir de manière progressive et consciencieuse, vous allez ensuite vous me renvoyer tout ce qui peut correspondre et auquel je ne pensais pas. Exactement. Dans des offres et des entreprises. Ça devient concret là. Exactement, ça devient très concret, c'est-à-dire que vous allez
plutôt que d'aller faire le tour des job boards et ainsi de suite et de voir les différentes opportunités qui peuvent s'offrir à vous, recevoir des opportunités qui sont pertinentes par rapport à votre profil, par rapport à vos antécédents en fait professionnels. Alors c'est là qu'arrive l'IA. Une fois que j'ai écrit avec mes doigts, parce que là on n'est pas dans l'IA, on est dans le réel, qu'est-ce que vous apporte l'IA en plus? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet quoi? De compiler, de ventiler, d'affiner? C'est quoi l'outil? Bon, aujourd'hui, l'IA permet tout un tas de choses. Donc, vous avez sans doute suivi l'essor fulgurant de l'IA générative. Donc, nous, chez Hippolyte, on a décidé en fait de se dire, OK, très bien, qu'est-ce que peut nous permettre de faire cette IA? L'idée n'est pas de générer des fonctionnalités un petit peu accessoires ou autres, d'apporter un vrai service à la fois aux candidats, mais également à nos clients recruteurs. Donc, notre premier item, par exemple, c'est de résumer de façon concise, pratico-pratique, les opportunités de nos clients, donc les offres d'emploi. Donc c'est-à-dire que grâce à ma fiche, vous allez, grâce à l'IA, m'apporter une compile très précise. Exactement, parce que sur smartphone, 97%... Facile à lire. Exactement, 97% de nos candidats sont sur smartphone. Aujourd'hui, tout le monde déteste scroller pendant des heures sur un texte. C'est pas dit. Hein. Alors, ça dépend ce qu'on scrolle. Ouais, si on scrolle sur les social media, ok, mais scroller un texte, en tout cas une offre d'emploi, aujourd'hui, on veut clair, précis, concis. Ok, je me vois dans ce poste, je me positionne. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Donc, déjà, une première sélection très digest. Exactement. Voilà. Le deuxième point, c'est de se dire, ok, quand je postule, je vais avoir envie d'avoir un parcours de candidature qui soit adapté à ma situation, à mon profil et aux prérequis de l'annonce. L'idée n'est pas d'avoir des questions génériques, l'idée, c'est de poser des questions qui font sens au regard du poste. Donc c'est la deuxième étape là. Exactement. Par exemple, si vous recherchez un poste d'IT, on va vous poser des questions sur les compétences précises de l'annonce pour voir si vous les maîtrisez, quel est votre niveau de maîtrise. Et l'IA va automatiquement aller forer vos réponses. Donc aller chercher automatiquement des informations complémentaires si besoin pour vous proposer à la fois, vous, candidat, un parcours de candidature fluide, rapide, limpide, et au recruteur d'avoir, quand il reçoit la candidature, des éléments concrets, précis de traitement. Donc ça veut dire que c'est du descendant vers le candidat, les questions lui sont... Et donc on affine sa candidature. Exactement. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est quoi? Votre client va ensuite, vous allez lui dire, moi j'ai un panel, en fait c'est un petit peu comme une boîte classique de recrutement, la manuelle, j'ai 20 fiches sur le bureau et sont super. Alors, sauf que là, l'intelligence artificielle arrive encore. Eh oui. On va proposer des synthèses de candidature à nos clients. Recruteurs. Donc lui aussi, il a un visuel pratique. Exactement. On lui fait 10-15 lignes de synthèse, pertinence de la candidature, point fort, point à creuser lors de l'entretien. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le recruteur, il ne passe pas son temps à traiter des CV. Aujourd'hui, on a presque 70% des recruteurs qui nous disent on passe trop de temps sur des tâches chronophages. C'est très long, très fastidieux. Ils veulent pouvoir se consacrer à l'humain, qui reste central. Parce qu'on a beau parler de l'intelligence artificielle et ainsi de suite, nous on voit vraiment ça comme un outil aujourd'hui, mais qui ne remplacera en rien la rencontre. Et notre but, c'est de générer des opportunités de rencontre le plus vite possible entre candidats et recruteurs. Donc ça veut dire, encore une fois, j'imagine que vous allez être très prudent et très poli, mais vous êtes en train de casser le métier traditionnel du recrutement avec la fiche, on le reçoit, on fait un dossier, on le renvoie. Enfin, ça prend des heures. En général, le RH a une fois sur deux pas le temps de regarder. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de disrupter totalement le marché. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer les rencontres et accélérer les temps de rencontre entre candidats et recruteurs et éviter le candidat qui postule et qui a peut-être, je dis bien peut-être, une réponse 15 jours, 3 semaines après. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer ce temps. On vit dans un marché de tension sur les compétences et ce qu'on veut vraiment, c'est concentrer ce temps de rencontre et de permettre aux recruteurs de recruter vite et recruter bien. Donc, entreprise du CAC 40 pluguée sur Hippolyte, mais vos enjeux quand même, pour le dire simplement, c'est d'avoir une masse de CV colossale pour que vous ayez la data. Tout à fait. Comment vous faites? Aujourd'hui, en fait, Vous avez un panneau dans les rues, inscrivez-vous sur Hippolyte. Social media. Aujourd'hui, moi, la vision qu'on partage chez Hippolyte, c'est que le recrutement de demain sera sur social media. C'est-à-dire que les job boards, ok, ils existent, ils permettent aux intentionnistes, aux personnes en recherche d'aller chercher des opportunités. Puis de voir la tendance du marché aussi. Exactement. Nous, vraiment, le but, c'est de pénétrer le quotidien de nos candidats sur TikTok, Snapchat, Instagram, Spotify et j'en passe, en soumettant des opportunités qui font sens au regard du profil du candidat. Donc vraiment. Donc vous disruptez bien le modèle. Notre terrain de jeu, en tout cas, c'est le social media et c'est ce qu'on souhaite vraiment accélérer. Merci Gauthier Bailleul de nous avoir tout expliqué. Merci. C'est extrêmement clair, effectivement, et très disruptif. Et je pense accélérant le processus de recrutement. Merci Arnaud. CEO d'Hippolyte, 30 Merci. collaborateurs, ils sont à fond. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de la partager comme chaque jour, vous le savez. Merci à toute l'équipe. Merci à Théo à la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Merci à vous pour votre fidélité. À demain. Bye bye.